question que Désiel parlait de Lacan et de sa distance par rapport au contre-transfert, il faut rappeler que Lacan n'était pas interactionniste, donc il n'y avait pas cette histoire de transfert contre transfert, il était structuraliste, et le transfert, il englobe l'analyste et l'analysant. Donc les deux sont pris par le transfert. Donc l'analyste aussi, il est pris par le transfert. Ce qu'on appelait contre-transfert, en fait, Lacan l'appelle le transfert puisqu'il est pris dans le transfert. Oui, mais cette formulation nous permet à ce que l'analyse s'adapte dans cette relation de façon d'une espèce de direction de la cure des sorties et il ne se laisse pas voyager dans son imaginaire à lui. Exactement. Voilà, incité par les dires du patient. C'est ça. Qui d'ailleurs n'était pas la position de Melanie Klein. C'était plus ça, c'était presque plus une position de Winnicott que de Melanie Klein. Melanie Klein, pour elle, le contre-transfert, c'était un signe du transfert du patient. Tandis que Winnicott, il y avait toute la question de... Il était plus interventionniste, Winnicott. Winnicott, oui, et puis il y avait cette histoire du travail de la haine qui était impressionnant. Ouais. C'est-à-dire que la fin du traitement de la petite Pigalle, il l'accompagne jusqu'à la porte et il la regarde et il dit « Je te hais ». Dans demi-temps. Et puis, elle le regarde et dit « Moi aussi ». Donc, c'est une espèce de presque érotisation de la haine. Vous voyez, donc, il fallait le dire, sa haine. Et donc, c'était vraiment important. Et quand on ne travaillait pas cet affect dans un traitement clanien, on était grondé. Moi, j'étais assez grondée des fois. Parce que j'avais la peine à travailler les aspects négatifs qui étaient haineux. Parce que ça me gênait de dire des choses comme ça. Mais lui, il faisait ça avec le sourire, justement. Mais il y a certains collègues lacaniens qui me disaient un truc un peu... Je ne sais plus quel collègue me disait voilà, que l'idée d'être apprécié de son patient dans le transfert, ça avait l'air d'être pas forcément une bonne chose. Oui. Moi, je trouve que c'est quand même plus agréable on a plus envie de voir les gens. Il préfère le transfert négatif. Oui. Donc, il y a tout un courant de la psychanalyse. Je trouve bizarre. Il préfère chez les Kleiniens, justement. Parce que quand j'ai commencé avec des supervisions que j'étais en train de superviser, on me disait il faut quand même stimuler l'angoisse et les affects négatifs chez les patients pour qu'on puisse travailler. De ne pas être trop gentil, pas accepter beaucoup de choses. Et je travaille avec des enfants, donc c'est très, très compliqué de faire ça. L'alliance thérapeutique passait à la trappe. Ce qui a commencé un peu avec Ferenczi. Il y a eu un moment dans la pratique de Ferenczi où il stimulait le transfert négatif et Melanie Klein, elle a amplifié un peu ça. Ouais. Mais la question du contre-transfert et de l'intersubjectivité, elle me semble vraiment importante parce que la critique qu'il fait de l'intersubjectivité est très différente de l'intersubjectivité selon Binswanger. Lui, il est proche de Binswanger et il fait un peu même l'histoire, presque à un certain moment, de comment ça s'est détaché de Husserl, l'intersubjectivité dans la psychanalyse. Il parle évidemment des Américains, il parle de Kernberg, il parle de, comment s'appelle-t-il, l'autre qui parle des états limites. Je ne connais pas tellement l'intersubjectivisme américain. Et c'est pour ça que je ne saisis pas tout à fait sa critique. Bon, en même temps, il dit des choses positives. Il parle de Ferenczi. Il parle de Ferenczi, qui c'est quand même un côté intersubjectiviste. Il dit que finalement, l'analyste, à un moment donné, je ne sais plus comment il dit, l'analyste un peu face à cette massification. Mais c'est aussi de l'intersubjectivité, un peu Ferenczi. Il y a l'idée de co-construire un truc, de l'action, de l'analyse. Mais ce n'est pas l'intersubjectivité au sens binswangerien du terme. Ça ouvre un peu
la porte à l'intersubjectivité telle que les Américains vont le développer. Mais il parle du rôle de... Ça m'a fait penser à la confusion des langues de Ferenczi, ou pour Ferenczi, une sorte de responsabilité de l'analyste, comme ça, par rapport aux affects négatifs que peut ressentir l'analysant. Enfin, je ne partage pas trop cette position-là, mais on le ressent un peu dans ce qu'il dit dans le texte, où finalement l'analyse doit être vivant face à la massification du dépressif. J'ai l'impression que c'est en effet ça. En plus, il parle à un moment donné du temps des séances. Hein. Il dit comme l'affection mélancolique, ça lui vient de Binswanger et consort. Comme l'affection mélancolique, c'est l'usage du temps, pour ça les séances longues. Edith Jacobson. Tu te rappelles de ça? Edith Jacobson. Mais elle part d'un. Tu vois, il dit, page 10 aussi, il peut avancer l'idée que la dépression, ça c'est très clair, est un affect dont la caractéristique serait l'altération du temps. Donc du temps vaut 3 temps, hein, évidemment. La perte de communication intersubjective est corrélativement une extraordinaire appauvrissement de la subjectivité. Oui. On a l'impression, c'est là que ça m'interrogeait, que toute l'action du psychothérapeute en face de ça consiste en une présence, donc un contact beaucoup plus fort, qui peut être vécu comme une intrusion peut-être, mais, et puis un allongement. Il a quelque chose sur l'allongement de la séance, page 11, il dit « L'attention clinique portée aux patients déprimés exige du temps, parce que les tons propres, à la vie psychique, se souvenir, se représenter, désirer, projeter, paraissent avoir été gelés dans l'immobilité du corps. » Donc il y a bien une idée au fond que, et il le dit, un patient déprimé comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, il est inaccessible à la psychanalyse classique. Voilà. C'est la limite qu'il voit. En fait. Il parle aussi des traumatisés, plus tard il parle des personnes qui ont subi des traumatismes, il faut cesser le temps aussi. Oui. C'est vrai. Il y a donc, c'est comme, en même temps c'est un éloge de la psychothérapie, il y a ce côté que Renato soulevait, la menace que c'est en train de disparaître, mais d'un autre point de vue, il y a aussi l'idée, qui me semble assez claire dans son texte, que la psychanalyse, disons, dans ses différentes formes, elle touche un point limite dans son interventionnisme propre avec ce type de patient. C'est que on peut pas. Il dit d'ailleurs, il parle de Bernard hein, dans la deuxième. Il dit à un moment donné, Bernard a voulu se coucher sur le divan, mais il aurait été exclu de coucher sur le divan parce que ça aurait été quasiment comme le coucher dans une tombe finalement. Mais il le recouche après. Ouais, plus tard. Mais il y a déjà toute une reconstitution. Il y a toute une espèce de reconstitution. Comme quelqu'un qui aurait fait une espèce d'accident, avant de lui dire qu'il faut maintenant marcher et descendre les escaliers, monter les escaliers, il faut d'abord reconstituer, puis ça c'est quelque chose de... Moi qui reconstituer déjà le contact, puisque comme il dit que la dépression c'est une maladie du contact, le simple fait de la psychothérapie, d'être avec l'autre, c'est déjà un peu un début de reconstitution du contact. Et ça lui vient justement... Chose que justement, si c'était juste lui donner un médicament, ça serait perpétrer le manque de contact. Donc là, il y a un certain nombre de limites et d'horizons limites qui sont posées. Je voulais étudier encore une phrase, moi, que je trouve très, très intéressante. C'est pas une question d'accord, hein, mais il dit 31. L'une des tâches de l'analyse, tel qu'il l'entend, est de constituer et de reconstituer avec le langage une dépressivité de nature auto-érotique. Donc une protection et un rapport à soi qui soit de l'ordre d'une joie d'agir, avoir accès à sa propre dépressivité, est ainsi au temps de sa vie, avec X, psychique, est tout à fait essentiel comme intériorisation d'une durée. Et puis là, ça donne toute cette question de la boulie et de l'action. Agir, c'est laisser apparaître de nouveaux horizons temporels, de nouvelles potentialités. En agissant, le corps, il y a la présence du corps qui est très importante, découvre que chaque action en appelle d'autres, toujours renouvelée. La dépression porte atteinte à cet engendrement temporel d'action qui se développe habituellement sur un mode auto-érotique. Une action donne du plaisir et ce plaisir forme une nouvelle action. Et il lie l'auto-érotisme et la continuité du temps. L'idée qu'il y a quelque chose qui s'accorde dans ces mouvements. Ça, c'est une description phénoménologique. L'état déprimé ne peut pas être simplement défini par une inhibition de l'action, car cette interprétation entraîne alors une conception médicamenteuse de lever de l'inhibition de l'action. Ça, je me rappelle que c'est Dureux qui nous disait en cours.
elle comporte plus le risque de justifier des impulsions d'action où le sujet est en effet actif, mais ne dispose pas de cet engendrement auto-érotique d'une action à partir d'une autre, dans l'horizon temporel et spatial du projet. Ce qui fait qu'on est mieux passé que moi pour le savoir, on donne certains médicaments à des gens déprimés et voilà. ils se jettent par la fenêtre. Ils commencent à pouvoir reprendre l'action, et la première action, c'est de... Pour les dépressions inhibées, on donne une certaine désinhibition qui est en tout cas immédiate par rapport à l'antidépresseur, donc il faut toujours faire gaffe les premiers temps. Il faut être très atteignable parce que ça peut arriver. Alors si on revient à la question de contre-transfert et d'intersubjectivité, si vous me permettez, je lis une page. C'est pas court, c'est la page 196 là, du livre de poche. Il dit « Si l'on en juge par les termes fréquents des revues de psychanalyse, notamment britanniques et américaines, la communication intersubjective est à la mode et elle bénéficie de toutes les faveurs de théorisation de la part d'auteurs soucieux de trouver de nouveaux moyens de formalisation. Il s'agit donc de pouvoir penser efficacement ce qui se passe dans une analyse thérapeutiquement orientée, entre guillemets, thérapeutiquement orientée. Là, il distingue un peu de la psychanalyse. Kernberg. Le contre-transfert n'est-il pas, ainsi que l'avançait Harold Searles, c'est Searles que je cherchais le nom, cette expérience de subjectivation dont l'analyste dispose pour se représenter les attitudes intentionnelles variables du patient, ainsi que ses émotions et sentiments à la fois tournés vers ses protagonistes imaginaires exprimés auprès de la personne de l'analyste. Le contre-transfert serait donc déjà une opération de reconnaissance de la subjectivité, entre guillemets, du patient dans le traitement, tandis qu'il est corrélativement, chez l'analyste, le moyen de connaître ses propres réactions internes et de garantir son intégrité de son identité stable. Ce qui prend ici valeur de modèle contre-transférentiel de l'intersubjectivité dispose bien d'une vocation pragmatique, car la nature cognitive des opérations de changement repose sur une stratégie de conscience des interventions qui doivent être produites afin de donner au patient les moyens de subjectiver, entre guillemets, ses propres pensées, ses propres agirs. Peu soucieuse de se donner des fondements phénoménologiques de ce modèle de l'intersubjectivité, la psychanalyse intersubjectiviste, c'est là qu'il fait la critique, c'est ainsi qu'on pourrait l'appeler, n'a qu'un besoin très relatif de la métapsychologie freudienne de l'inconscient. On pourrait même prétendre qu'il lui suffit de disposer d'une théorie du préconscient sans inconscient. La très grande difficulté phénoménologique de la problématique de l'intersubjectivité est résolument sous-estimée, voire complètement ignorée par des psychanalystes notoires qui se réclament pourtant de ce modèle. Il est vrai que leurs auteurs philosophiques de référence, bien que descendants, entre guillemets, de la filiation husserlienne, sont ceux qui ont ouvert la voie à la théorie de l'action, entre guillemets, et à la theory of mind. C'est dire qu'ils appartiennent au courant philosophique déjà éloigné de la phénoménologie transcendantale de Husserl. C'est quelle page? Page 196-197. Dans le petit, ouais, j'ai l'autre. Mais ça, c'est intéressant, cette histoire. Il fait aussi un peu la critique par rapport aux théories, il parle à un moment donné des analyses qui s'intéressent moins à la théorie de l'inconscient, mais qui veulent intégrer les neurosciences. Puis ça, c'est vrai que c'est une des différences par rapport à la psychanalyse américaine actuelle, où finalement il y a un pragmatisme, et puis tout ce qui est métapsychologie, il n'y a pas un grand intérêt. Et puis il y a des ponts qu'ils essayent de faire aussi avec les neurosciences. Donc, il y a aussi la neuropsychanalyse, enfin, tous ces trucs-là.
Mais je pense que c'est différents courants. Je ne suis pas philosophe, mais il y en a qui se réfèrent à la question de l'esprit, de l'âme. Du mind vient de menos, qui est esprit, non? En grec. Menos, notamment, c'est la colère. C'est pas que esprit, mais c'est l'esprit. Ouais, mind vient de menos. Et mental vient de mens, mentis, qui est la pensée, le jugement. Donc je pense qu'il y a deux courants philosophiques qui... Un est plus, si vous voulez, biologique, le mental est plus biologique que l'âme et l'esprit, et le mind. Et c'est plus transcendantal.